Merci, Monsieur le Président. Je remercie le comité d'organisation et le bureau de l'Association des pédiatres libéraux du Gabon pour cette invitation qui me fait plaisir d'abord parce que ça me plaît toujours de parler de ce sujet qui n'a rien à voir avec les sujets précédents. Et aussi parce que j'ai retrouvé quelques amis, j'étais heureux de les revoir. On m'a demandé de parler des surdités de l'enfant, du dépistage à la prise en charge. Comme introduction, en fait, actuellement, on aimerait parler de déficience auditive plutôt que de surdité à cause de la connotation péjorative de surdité. Faire penser à une surdité totale, alors que la surdité peut être légère, moins sévère, voire totale. Donc, le synonyme de surdité serait plutôt hypoacousie. Et la surdité totale, on l'appelle cophose. Cette surdité peut être une surdité maladie, c'est-à-dire c'est le seul problème. Le patient n'a que le problème de la surdité. Comme elle peut être une surdité simple qui révèle une maladie comme une otite ou chez l'adulte, mais là on va parler d'enfants, parfois la surdité peut être un cancer du cava. Chez l'enfant, l'audition est indispensable au développement des capacités cognitives et à l'acquisition du langage oral. Je vous ai dit qu'il sortit plusieurs formes, plusieurs stades de surdité. Dans certains cas, si... Je m'excuse, s'il vous plaît, les personnes qui font la salle, on vous invite à faire moins de bruit, s'il vous plaît. Vous allez nous déconcentrer. Excusez-moi, professeur, c'est vous la parole. Donc, les répercussions sont graves lorsque cette surdité prélinguale, qu'elle s'est installée avant l'acquisition du langage, notamment congénitale, lorsqu'elle atteint les deux oreilles et lorsqu'elle est importante. Et surtout, les éléments les plus importants du pronostic de la prise en charge de la surdité, c'est la précocité de cette prise en charge. Alors, la conséquence à craindre lorsque la prise en charge n'est pas adéquate et ne se fait pas à temps, c'est la surdimicité. D'où l'importance du dépistage. Alors, je vais dire quelques mots sur le dépistage de la surdité au milieu néonatal qui est actuellement dans la plupart des pays du monde. Chez nous, ce n'est pas encore fait, donc je parle du dépistage néonatal universel, tous les nouveau-nés, dans les maternités. Quel est son intérêt? Vous le savez tous, il y a une période critique de plasticité cérébrale, essentiellement les 2 premières années, et un retard de pisage est préjudiciable car l'intervention thérapeutique ne se fera pas au cours de cette période. Donc, les informations doivent parvenir précocement au système central de manière à développer les connexions corticales permettant l'élaboration du langage oral. Ces connexions, si elles ne sont pas sollicitées pendant cette période critique, il est difficile, entre guillemets, de pouvoir les réutiliser après cette période. Et même que par une imagerie fonctionnelle, les études ont démontré que certaines zones du texte destinées au départ pour l'audition vont être utilisées par d'autres fonctions, notamment la vision. Et certaines preuves vont démontrer l'importance de ce dépistage précoce. Alors, les enfants qui sont pris en charge et appareillés lorsqu'il y a une indication d'appareillage avant l'âge de 6 ans ont une intelligibilité du langage qui est presque comme un sujet normal. Le niveau de langage de 16 ans est 87% du niveau de langage normal lorsque la prise en charge se fait avant 3 mois, alors qu'elle est de 66% si elle se fait après. Et on va parler tout à l'heure de l'implantation cochléaire, qui est la dernière méthode thérapeutique pour ces enfants sourds. Les bénéfices de l'implant sont d'autant plus importants qu'il est posé entre 1 et 2 ans.
Et également, on a démontré que selon la maternité où est né l'enfant, un enfant qui est né dans une maternité où il y a un dépistage natal systématique a 2,6 fois plus de chances de développer un langage normal. Alors, est-ce que la surdité est sujette à un dépistage selon les critères de l'OMS? Donc, c'est l'handicap, comme vous le savez, neurosensoriel le plus fréquent. La moyenne, c'est de 1 pour 1000 naissances. Donc, en Tunisie, je ne sais pas si vous le savez plus que moi, si on a 200 000 naissances par an, le nombre de sourds annuellement, de nouveaux sourds, est de 200. Donc, la maladie doit représenter un important problème de santé publique, ce qui est le cas. Il doit exister un traitement efficace pour les patients atteints actuellement, ça existe. Le test, il y a des tests disponibles qui sont faciles, qu'on peut répéter, fiables et acceptés par les parents, ça existe. Et il doit apporter un bénéfice en termes de santé publique également. On a démontré que l'implantation cochléaire, le coût-bénéfice de l'implantation cochléaire, par rapport aux autres méthodes thérapeutiques, en tout cas, il est situé avant la greffe cardiaque, il est derrière la greffe en matière de bénéfices ultérieurs lorsque ça marche. Alors, les moyens de dépistage, vous les connaissez, donc à la naissance, les plus importants, c'est les auto-émissions acoustiques et les potentiels évoqués auditifs automatisés. La différence des auto-émissions acoustiques, c'est un test qui un son au niveau de l'oreille et récupère, parce que lorsque l'oreille reçoit un son, elle entend, mais également elle émet des vibrations sonores qui peuvent être détectées lorsque cette oreille entend. Les PEA automatisés, ça ressemble à l'électroencéphalogramme. On envoie un son à l'oreille et on enregistre sur le QG avec l'électrode le passage de l'influx nerveux de la périphérie vers les centres. Donc, c'est les méthodes les plus utilisées actuellement. On parle des méthodes, les pays qui font le dépistage systématique. Donc, à la naissance, on fait des auto-émissions acoustiques. S'il est réussi, c'est-à-dire si ça passe, on s'arrête, donc cet enfant est sélectionné comme normal entendant. S'il échoue, il faut refaire les auto-émissions un jour après. Si ça passe, c'est bon. Si ça ne passe pas, il faut faire des PEA. Actuellement, il y a des appareils qui, en même temps, font les auto-émissions et les PEA. Un petit rappel de l'audition pour parler de la suite. Donc, comme vous savez, il y a 3 parties au niveau de l'oreille: l'oreille moyenne, où il y a les osselets, l'oreille externe et l'oreille interne. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'oreille externe et l'oreille moyenne ont un rôle dans la transmission du son. Donc, lorsque la vibration sonore, l'onde acoustique arrive, la transmettre à l'oreille interne, et l'oreille interne va faire ce qu'on appelle la transduction. Elle va transformer cette onde acoustique par la vibration liquide qu'elle contient et la vibration des cils, des cellules neurosensorielles qui sont dans la cochlée. Elle va transformer cette onde mécanique acoustique en un influx nerveux qui va être transporté vers les centres de l'audition. La cochlée, l'organe de Corti, il joue à peu près analogiquement le rôle de la rétine pour l'œil. Maintenant, on va dire un petit mot sur le diagnostic d'une déficience auditive. Alors, les signes d'alerte d'un trouble auditif chez l'enfant sont regroupés en 3 grands groupes. Soit que le nourrisson, le nouveau-né, l'enfant a des réactions anormales au bruit, à la voix et troubles de la compréhension. Et ça va varier selon le degré de cette surdité. C'est-à-dire, il ne capte pas très bien les sons. Un enfant qui dort, ou un nouveau-né, ou un nourrisson qui dort tout le temps, alors qu'il y a du bruit dans la salle, quand il fait beaucoup de bruit, qu'il y a des choses qui font beaucoup de bruit, qui ne se réveillent pas, il ne faut pas dire, voilà, la mère a eu de la chance, elle a eu un bébé qui est très calme, qui ne pose aucun problème, il faut faire attention. Ou bien, c'est les troubles de la production de cas. C'est sa production à lui qui est anormale.
c'est-à-dire son langage, sa parole n'est pas satisfaisante, il y a un écart par rapport à la normale. Et là, il y a quelque chose qu'il faut vraiment en parler. C'est cet âge de 3 ans. Et on a constaté qu'il y a un problème avec cet âge de 3 ans, aussi bien chez les médecins de famille, chez les pédiatres que chez les ORL. Lorsque une mère ou des parents amènent leur enfant pour retard de langage, lorsqu'il a 2 ans ou 1 an, certains vont dire aux parents il est encore tôt, ne vous inquiétez pas, ramenez-le à l'âge de 3 ans. Là, c'est un peu tard si vraiment il s'avère après qu'il a une surdité importante. Donc vous avez vu que dans les pays qui en ont les moyens, ils font le dépistage systématique à la naissance. Donc nous, si on nous amène un enfant, un doute sur le langage, sur la surdité, le moindre des choses, c'est de faire un test auditif. Et il y a aussi les troubles du comportement, et ce peut être les deux extrêmes, soit un enfant qui n'entend pas, qui est frustré par rapport au manque de communication avec son entourage, il va être agressif, irritable, soit au contraire, il peut être retiré, apathique. Donc il faut penser à ça. Ce n'est pas la seule cause, mais il faut y penser. Donc à la naissance, il faut d'avoir un dépistage universel des nouveau-nés. L'OMS a mis des tableaux de facteurs de risque qui, lorsqu'ils existent, nécessitent l'envoi du nouveau-né dans un centre pour faire un test de l'audition. Vous les connaissez, donc c'est les antécédents familiaux dessus, la pathologie au cours de la grossesse, surtout les infections maternelles, notamment l'infection au CMV et à la rubéole sont les plus fréquentes, une souffrance fœtale, une prématurité, réanimation néonatale, faible poids de naissance, hyperbilirémie. On va voir tout à l'heure que dans notre pays, ces causes de surdité qu'on appelle causes environnementales acquises en périnatal sont assez fréquentes par rapport aux chiffres des autres pays. Des malformations, des troubles neurologiques, tous ces enfants doivent bénéficier d'un test auditif. Et encore, on utilise ces critères, on peut passer à côté de 50% des surdités, parce que 50% des surdités n'ont aucun facteur de risque. Alors, chez le nourrisson, donc chez le nouveau-né, c'est facteur de risque ou dépistage systématique. Chez le nourrisson, quels sont les signes d'alerte au calme, troussage, inactivement sonore, retard de parole, donc parole babi, absence de babi, disparition du babi avant l'âge de 1 an à 6 mois, c'est un retard de parole. S'il ne prononce pas le premier mot vers l'âge de 1 an, c'est un retard de parole. S'il ne commence pas à associer les mots pour faire des phrases à l'âge de 2 ans, c'est un retard de parole. S'il y a 3 ans, il ne parle pas correctement avec des phrases correctes sans avoir un vocabulaire riche d'un adulte, c'est un retard de parole. Donc il ne faut pas attendre 3 ans pour dire qu'il y a un retard de parole. Chez un enfant plus grand, normalement, quand la surdité est importante, le diagnostic est déjà fait. Mais lorsque la surdité est légère, moyenne, elle peut passer inaperçue, arriver jusqu'à cet âge pour faire le diagnostic. Alors qu'est-ce qui fait alerter? Lorsque l'enfant fait répéter les consignes ou les demandes, il faut répéter pour qu'il exécute. Lorsqu'il a toujours un langage, une parole, des voix ou une voix anormaux, lorsqu'il a des troubles du comportement, lorsqu'il a des difficultés scolaires. Tous les enfants qui ont des difficultés scolaires, je pense que vous voyez faire un examen ophtalmo, mais également, il faut leur faire un petit bilan auditif. Et bien sûr, vous le savez, les antécédents de méningite, les pédiatres, ils envoient régulièrement ces malades pour des tests auditifs ou la prise de diagnostic de traumatisme crânien. Je passe rapidement l'examen clinique, l'interrogatoire, donc l'examen de l'oreille externe, un pavillon normal, parce qu'un pavillon anormal peut donner une surdité. Là, c'est juste fixer les idées en montrant un tampon strictement normal qui est translucide, qui est ni transparent ni opaque. Donc, c'est que vous examinez les oreilles, surtout dans les audits, on va en parler. Ensuite, l'examen général.
Il est important de recourir, lorsque l'enfant consulte un ORL en premier, à un avis d'un pédiatre, d'un généticien, d'un ophtalmo, neurocardio. On va voir pourquoi. Alors, les tests audiologiques, les tests subjectifs, la difficulté, c'est d'avoir une réponse lorsqu'on fait le test subjectif, donc le principe de l'audit, envoyer des sons, demander au patient s'il entend ou pas. Un enfant, c'est difficile d'avoir des réponses, donc on fait ce qu'on appelle une audiométrie comportementale, où on base sur les réactions et les réflexes des enfants, en essayant de le conditionner, de faire intervenir des jouets, des films, pour essayer d'avoir des réponses. Donc l'audio tonal et l'audio vocal sont les tests les plus utilisés. Les tests objectifs, vous connaissez, c'est les potentiels évoqués auditifs précoces ou BER. C'est l'enregistrement du passage de l'influx nerveux de la périphérie du centre en recueillant ça au niveau du cuir chevelu, comme on fait un encéphalogramme. Alors, le bilan, les autres examens, on l'a dit en ophtalmo, la rétinite pigmentaire est l'association la plus fréquente avec une surdité dans le cadre des surdités génétiques syndromiques. Il y a des atteintes rénales, cardiaques, on va en parler. Bon, l'imagerie, maintenant, elle permet de voir en détail, mais en statique, les oreilles. Et la classification de la surdité qui est importante, un temps important, ça nous permet de choisir après quelle méthode thérapeutique on va utiliser. Alors, selon le degré de la déficience auditive, surdité légère, moyenne, sévère. Une surdité légère peut passer inaperçue jusqu'à l'âge de 40 ans, même si elle est congénitale. Une surdité moyenne, elle donne déjà quelques signes, quelques troubles du langage, quelques difficultés, mais ça dépend, certains peuvent ne pas faire transparaître ce déficit et peuvent s'en sortir. À partir de la surdité sévère, profonde ou totale, il faut faire un geste pour sauver ces enfants de la cité. Selon la date d'apparition, c'est différent également. La surdité peut être périlabique, congénitale, avant l'acquisition de langage, en général avant l'âge de 2 ans. Périlabique, lorsqu'il a commencé à parler correctement, entre 2 et 5 ans. Ou post-labique, c'est surtout les adultes après l'âge de 5 ans. Et selon le niveau lésion, c'est important parce que ça nous oriente vers la pathologie. La surdité de transmission, lorsque c'est l'oreille externe, l'oreille moyenne qui sont touchées. La surdité de perception, lorsque c'est l'oreille interne ou les voies de l'audition qui sont touchées. C'est différent. On peut avoir des surdités mixtes. Un petit mot sur les étiologies. Alors, les surdités de transmission, heureusement, 90% des surdités, toutes les surdités sont des surdités de transmission, elles sont acquises et elles sont généralement en rapport avec les pathologies inflammatoires donc, de la sphère orale. Pourquoi heureusement? Parce que la majorité sont accessibles à un traitement médical et elles ne sont pas permanentes. On peut traiter médicalement ou même chirurgicalement et on peut résoudre le problème. Elles peuvent être génitales ou elles peuvent être héréditaires mais qui apparaissent secondairement. Les surdités de perception, on les groupe en 3 groupes, les surdités génétiques isolées ou syndromiques, les surdités de perception acquises, pré, per ou postnatales. C'est ce qu'on regroupe sous les surdités environnementales et les surdités de perception de causes inconnues. Quand j'ai commencé mes études, ces 3 types de surditions qui sont permanentes en général étaient formées un tiers. Maintenant, les choses ont évolué, j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà rapidement quelques images qui montrent les cas où on peut avoir des surdités de transmission par atteinte donc de l'oreille externe, l'oreille moyenne. Ici, c'est un Franceschetti, je pense, c'est un Franceschetti donc avec une aplasie d'oreille. Bien sûr, le conduit est fermé, le son ne passe pas. Là, ça ne pose pas de problème, c'est des bouchons de cellule, des ostéomes du conduit ou une otite externe. Il faut différencier d'une otorhinolaryngite d'une otite moyenne. La première cause de surdité chez l'enfant, toutes les suites confondues, c'est l'otite séromuqueuse. C'est la présence d'un cathare dans l'oreille, du liquide, un exsudat
au niveau des oreilles moyennes, qui diminue la transmission, qui donne une surdité de transmission, qui donne en général une surdité qui ne dépasse pas 30 décibels. Dans la grande majorité des cas, elle passe inaperçue. Dans 20% des cas, on en fait le diagnostic. Et même lorsqu'on fait le diagnostic, la grande majorité peut guérir sans traitement. Et dans certains cas, c'est des formes un peu sévères qui peuvent évoluer vers les surdités, les surdites chroniques qu'on va voir. Et dans ce cas, il faut agir agressif. C'est la cause la plus fréquente des surdités de l'enfant. Le pneumovan, c'est une inhabilité de la trompe de Eustache avec un problème de ventilation au niveau de l'oreille moyenne. Ensuite, l'otite moyenne aiguë, donc, qui passe par le stade du stade congestif jusqu'au stade purulent, voire à la complication, l'automastoïdite, mais c'est un accident qui ne dure que 10 à 15 jours. La surdité n'est pas le problème de cette pathologie. Sinon, il y a les otites moyennes chroniques également, lorsqu'elles sont bilatérales, elles sont sévères, qu'elles peuvent donner un grand problème de surdité, mais le plus souvent, la surdité passe en seconde. C'est surtout ces surdités qui posent des problèmes, c'est les surdités de perception, qu'on peut aussi appeler des surdités permanentes, parce que là, et il faut trouver des solutions. Donc, elles peuvent être génétiques isolées, et la plus fréquente, c'est la surdité qui est due à la mutation du gène JB2, ou la connexine 26. Ensuite, il y a les surdités de perception génétique syndromique. La plus fréquente, je vous ai dit, c'est l'atteinte de l'œil, une rétinite pigmentaire qui, dans les cas extrêmes, peut donner le syndrome du Cher, ou qui donne une baisse de l'acuité visuelle progressive, progressive. Et les deux vont aller, la surdité va aller vers la cophose, la surdité totale, et la rétinite va aller vers la cité. Là, il faut faire un geste extrêmement urgent pour essayer de rééduquer, de redonner un canal auditif avant que la cécité ne se passe. Après, la rééducation sera difficile. Il y a le syndrome de Waardenburg avec une hétérochromie ilienne. C'est une association à une dyschromie à la surdité. Le syndrome de Javel-Nielsen qui pose un problème cardiaque qu'il faut connaître. Il faut faire un électrocardiogramme avec calcul de l'espace. Systématiquement, c'est des malades, si on se rend pas compte qu'ils ont ça et qu'on va les opérer, ils peuvent faire un arrêt cardiaque au cours de l'anesthésie. Le pension d'une dysthyroïdie surdité, l'alport atteinte rénale. Donc, sinon, les surdités de perception acquises pré-, péri- ou postnatales, l'hétopathie, la souffrance, la prématurité, l'anoxie, l'ictère nucléaire, la méningite, toutes ces surdités, toutes ces pathologies peuvent donner des surdités graves. Là, on avait fait une petite série, juste donc, pour les causes qu'on a trouvées. On a trouvé donc, sur 250 enfants implantés dans des salles. 73 enfants avaient des causes environnementales et 43 des causes génétiques. Alors pourquoi j'ai mis ce diapo? Actuellement, les causes environnementales diminuent énormément et les causes inconnues diminuent également grâce au progrès de la génétique. Parce qu'on a découvert que beaucoup qui étaient inconnus maintenant sont des surdités génétiques. Donc le chiffre, le pourcentage des génétiques a augmenté. L'environnemental a également diminué. Nous, il reste assez élevé. Et à la fin, on va dire un petit mot sur la prévention. Et s'il y a une action à faire sur la prévention des surdités, c'est au niveau des surdités de cause environnementale. Nous arrivons à la prise en charge thérapeutique. Donc, elle dépend du type de surdité, de son importance, de son étiologie et des handicaps associés. Alors, on va parler du traitement médical, chirurgical, des aides auditives et de la prise en charge orthophonique. On commence par le traitement médical. Donc, il s'adresse à l'otite, aux otites, traitement par voie générale, par voie locale, des antibiotiques, des antiseptiques, lorsque parfois c'est une mycose qui a l'origine otite externe. Pour les catarrhes tubéraires et les otites séromuqueuses, donc le traitement médical, qui est le premier palier de la prise en charge thérapeutique, c'est sur une antibiocorticothérapie.
avec des soins au niveau du nez, mais il est très discuté parce que ça n'a jamais validé le fait que si on laisse une petite séromuqueuse évoluer spontanément ou si on lui donne des antibiotiques plus corticoïdes, on a de meilleurs résultats. Mais en tout cas, à moyen et long terme. À court terme, ça peut donner des améliorations, donc on continue à le prescrire. Bien sûr, traiter le terrain. Les pathologies inflammatoires de la sphère ORL rentrent dans le cadre de la maladie d'adaptation des enfants et ceux qui font des infections répétées, souvent il y a un terrain, vous avez une allergie, un reflux, une pathologie un peu plus sévère, une anémie. Donc il faut toujours essayer de collaborer avec un pédiatre pour essayer de chercher des facteurs traités. L'otite moyenne aiguë, les autorés, vous le savez, antipyrétiques, il y a des antibiotiques selon la forme et selon les paliers. Le traitement chirurgical, donc l'otite séromuqueuse dans la forme sévère et grave, c'est les aérateurs transtympaniques puisque c'est un problème de ventilation de la caisse. Et généralement, tout rentre dans l'ordre, mais c'est un traitement symptomatique. C'est-à-dire, si l'aérateur tombe, si on l'enlève précocement, ça peut récidiver. Donc, il faut attendre juste un tout petit peu. Les tympanoplasties pour les otites chroniques, l'autospongiose qui peut concerner l'enfant de 13 ans, donc c'est les surdités héréditaires à révélation tardive. Donc, il y a une chirurgie là, la chirurgie est spectaculaire. Le traumatisme, selon les lésions, on peut opérer le malade, réparer la chaîne ossiculaire, une tympanoplastie. Également, les malformations, certaines malformations peuvent bénéficier d'un traitement chirurgical qui peut donner un résultat. Pour les autres cas, donc les surdités permanentes. Les surdités permanentes, c'est essentiellement les surdités de perception, donc d'oreille interne, pas accessibles ni à un traitement médical ni à un traitement chirurgical. Et les surdités de transmission qu'on a traitées soit par un traitement médical, soit par un traitement chirurgical, mais à la fin, la pathologie en cause a guéri, mais il y a comme séquelle une surdité. Dans ce cas, il faut des aides auditives, un appareil, il faut une méthode instrumentale. Et il y a essentiellement deux. Il y a la prothèse auditive, qui est la plus utilisée, la plus fréquente, et l'implant cochléaire. Ces deux méthodes ne sont pas concurrentes. On commence toujours par la prothèse, mais lorsque la prothèse ne marche pas, on passe à l'implant. Donc la prothèse, c'est quoi? La prothèse, c'est un amplificateur de son. Donc le patient, l'enfant, il a une baisse de l'audition, que son interlocuteur va crier pour que l'enfant entende, au lieu d'augmenter le volume de la télé ou du téléphone pour qu'il entende. L'interlocuteur parle normalement et la prothèse va capter le son, l'amplifier et l'envoyer à l'enfant, comme un micro, comme ce que nous faisons là. C'est la prothèse conventionnelle, donc elle amplifie le son pour que l'enfant entende. Mais il faut déjà que l'enfant ait une audition, même si elle est basse, s'il a une surdité, mais il faut qu'il ait des restes auditifs. S'il n'entend pas, donc ça ne sert à rien qu'on la pose sur l'oreille ou ailleurs, ça ne donne rien puisque l'oreille ne va. Donc, après l'appareillage, il ne suffit pas d'appareiller et de laisser l'enfant partir, il y a une éducation auditive. Le port intermittent ou permanent, intermittent, c'est-à-dire que en classe ou permanent, selon le degré de l'atteinte et les conséquences de cette surdité, et la surveillance doit être régulière. L'implant cochléaire. Alors, l'implant cochléaire, il concerne les cas où la cochlée est endommagée. Les cellules qui normalement doivent transformer l'onde acoustique en un influx nerveux sont endommagées. Elles ne peuvent pas faire cela. Alors, dans ce cas, comme je vous ai dit, l'audioprothèse conventionnelle dont je viens de parler ne sera plus efficace. Elle ne va rien faire. C'est dans ce cas qu'intervient la cochléaire, qu'on va mettre dans la cochlée, et lui, il va transformer l'onde acoustique mécanique en un courant électrique, et non pas en un influx. Un courant électrique qui va stimuler les fibres efférentes qui partent de la cochlée, les fibres nerveuses, non pas la cellule neurosensorielle, mais les fibres du nerf auditif, il va le stimuler directement et on a démontré que ça donne des sensations sonores. Donc ça, l'implant cochléaire.
Donc, il pallie une surdité de l'oreille interne et non pas de l'oreille moyenne. Il faut qu'elle soit bilatérale, quoique même il y a un élargissement des indications et on implante même des surdités unilatérales et même on implante de façon bilatérale. Donc, il faut qu'elle soit totale ou bien sévère à profonde. Il y a des restes auditifs, mais avec la prothèse, ça n'a pas donné de résultat. Donc, il ne peut tirer aucun bénéfice d'un appareillage conventionnel, si sophistiqué soit-il. Parfois, il y a des confusions des enfants ou des adultes même qui ont des prothèses qui viennent demander l'implant parce qu'ils n'ont plus envie de porter la prothèse. Non, lorsque la prothèse n'est plus efficace, il y a l'implant. Donc, c'est les cas où, sans implant cochléaire, l'enfant va vers la surdité. Donc, rapidement, de quoi est constitué un plan? De deux parties. Cette partie, c'est la partie externe qui est là. Et cette partie, c'est la partie qu'on implante logiquement, c'est l'implant. Et qui est sur la radio, on ne sort pas très très bien, qui est introduit, il y a une électrode, c'est celle-ci, qui est introduite dans le cochlée. Et le système est simple. Donc, quand je parle, il y a un processeur au niveau de cette partie externe qui capte le son, qui va le traiter et le transformer courant électrique, qui va l'envoyer grâce à cette antenne et un système électromagnétique vers la partie interne et la partie interne qui est un le récepteur est implanté sous le cuir chevelu et l'électrode est dans la clé. Il va envoyer ces stimulations électriques vers la cochlée et de là, les fibres du nerf auditif sont stimulées et l'audition va aller vers les centres de l'audition. Un petit mot l'âge, donc idéalement, voilà à quoi il faut tendre. Donc à la naissance, il vaut mieux avoir un dépistage systématique par PEA. De 2 à 6 mois, même si la surdité est totale, il faut faire une prothèse conventionnelle mais en conduction osseuse. Pourquoi? Parce que les tout petits ne peuvent pas porter des prothèses sur les oreilles. On leur met des prothèses en serre-tête avec stimulation au niveau de l'os. Ça donne la même chose. Et à partir entre 6 mois et 12 mois, il faut faire des investigations parce qu'il y a d'autres critères pour savoir si l'enfant est implantable ou non, notamment voir s'il n'y a pas de malformation, s'il est du nerf auditif, auquel cas on ne peut pas implanter. Donc, et on commence à implanter à partir de l'âge de 1 an, c'est l'idéal. Donc, implanter ou appareiller n'est pas le seul petit problème, grand problème. Après, avec l'implant ou avec la prothèse, il faut une prise en charge. Cette prise en charge est longue et difficile. C'est des enfants qui sont pris en charge jusqu'à l'âge adulte, voire à vie. L'éducation doit commencer précocement. Il faut impliquer les parents pour qu'après, on va orienter l'enfant vers un mode de scolation. Alors, cette prise en charge doit commencer très très tôt. Elle doit chercher à restaurer les fonctions altérées, aider à acquérir une autonomie, poser des méthodes éducatives et après orienter à la fin, quand l'enfant arrive à l'âge scolaire, souvent la médecine scolaire nous l'adresse pour demander un certificat médical où est-ce qu'il peut être inscrit cet enfant. Et bien sûr, ce qu'on doit viser tous, ORL, pédiatre, rhumatologue, médecin généraliste, c'est tous ces enfants les intégrer dans des écoles normales. Sinon, il y a les actions partielles qui m'affectent à Tunis, la rue de Lucie. Je pense qu'il y a une école dans chaque gouvernorat où les enfants peuvent bénéficier en dehors. Ils ont des classes UIAD montants. Ces classes, théoriquement, sont équipées de matériel qui permet de les aider à mieux entendre et ils ont en des heures de cours avec les normo-entendants, des séances avec les orthophonistes, les éducateurs pour renforcer leurs connaissances. Ou milieu spécialisé, j'ai fini, c'est la tasse que vous connaissez. Radi, je vais le dire, ils vont être salués, ils vont apprendre le langage des signes. Donc l'implication des parents est importante et ce qu'il faut pour nous comme médecins, c'est dédramatiser, déculpabiliser et responsabiliser les parents. Un mot sur la prise en charge thérapeutique. Donc, je passe à la vaccination des filles et des femmes, notamment la rubéole.
la prise en charge des femmes enceintes et surtout la prise en charge adéquate en période natale, limitation de l'utilisation des ototoxiques, le conseil génétique est un grand point d'interrogation. Donc, pour conclure, les résultats d'habilitation des susdites dépendent principalement de la précocité de la prise en charge, de l'intérêt de l'instauration d'un dépistage néonatal universel, mais je vous dis que c'est extrêmement coûteux. Jusque-là, on a fait une commission au niveau du ministère, on essaie de voir si on peut l'introduire, mais il y a un problème d'argent. Et la polarisation visée, c'est l'intégration totale. Et je pense que lorsqu'un enfant n'est pas intégré ou semi-intégré, s'il va dans une école spécialisée à la TAS et qu'il sera sourd-muet, je considère ça comme un échec de notre système de santé. Pour terminer, c'est 8 secondes. Je ne sais pas si elle va passer, elle passe pas. Voilà, il y avait une petite vidéo de 8 secondes. Voilà, je vous remercie encore une fois pour l'invitation.